Tout a commencé par le fameux coup d'éventail que le dé d'Alger aurait donné au consul de France le 29 avril 1827. J'ai d'ailleurs fait une première vidéo sur le sujet et je ne peux que vous conseiller de la visionner en complément de celle-ci. Le lien est dans la description. C'est en tout cas la version officielle de la conquête française de l'Algérie, une version qui donne la part belle au roi de France Charles X, souhaitant ainsi venger cet affront diplomatique. Une vengeance qui se concrétise 3 ans plus tard par une expédition militaire contre ce qui était plus ou moins une possession ottomane en Afrique du Nord, bien que la situation géopolitique soit beaucoup plus complexe. Le 14 juin 1830, les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquent donc sur les plages de Sidi Ferrouche, à 27 km à l'ouest d'Alger. En débarquant, ils ne savent pas encore qu'ils sont en train d'écrire les pages d'une longue histoire, celle de 130 années de présence française en Algérie. Cependant, de nos jours, cette falsification de l'histoire a depuis longtemps été dévoilée, puisqu'il s'agissait non pas de venger un quelconque consul, en l'occurrence un certain Pierre de Vannes, ni même de mettre fin à la piraterie en Méditerranée, mais bel et bien de s'emparer d'un trésor extraordinaire qui se trouvait à Alger, précisément celui du Dey d'Alger, le dirigeant même de la régence du pays, qui avait en sa possession un butin d'au moins 250 millions de francs de l'époque, soit environ 1,5 milliard d'euros. On a donc affaire à une opération politique intérieure. En résumé, un véritable hold-up qui pourrait même se monter à 4 milliards d'euros si l'on prend en compte l'or et les bijoux appartenant au Dey. Un Dey d'Alger richissime qui se trouve donc officiellement à la tête d'une province turque qui longtemps fut très dépendante de la Sublime Porte, l'autre nom de l'Empire ottoman, mais qui petit à petit s'est détaché de telle sorte qu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, on peut véritablement avancer que la régence s'est affranchie devenant indépendante, même si ce sont toujours les Turcs qui dirigent officiellement. À commencer par ce fameux Dey d'Alger, épaulé par des janissaires, des soldats d'élite de l'armée ottomane. Cette indépendance s'est aussi faite grâce à la principale activité de cette région, la piraterie, une activité qui a cours dans toute la Méditerranée. Une activité également très lucrative, c'est d'ailleurs de là que provient ce trésor, du moins en partie. Une activité enfin qui va perdurer jusqu'en 1820, mais qui a duré de nombreux siècles, et qui consistait non pas à utiliser des pirates, mais davantage des corsaires, qui au nom du djihad, rançonnaient, pillaient tous les bateaux chrétiens qu'ils rencontraient sur leur chemin. Une ressource principale auquel il faut rajouter celle du blé faisant de la région un véritable grenier pour les pays européens, à commencer par la France, qui s'était au passage fortement endettée auprès de la régence d'Alger suite à diverses commandes, notamment l'une d'entre elles qui avait consisté à fournir en blé l'armée d'Italie et celle d'Égypte. Or, la France n'a jamais honoré ni payé totalement cette dette contractée une trentaine d'années auparavant, ce qui fait que régulièrement le Dey d'Alger réclamait la somme promise à la régence. Un premier règlement avait bien été effectué en 1802, mais qui au final ne fut pas complètement appliqué. Un traité en 1819 est même signé qui permet de réduire la dette de 7 millions. Mais malgré cela, en 1827, le Dey d'Alger attend toujours le remboursement français. C'est donc dans ce contexte délicat pour la France que survient ce fameux coup d'éventail. Un véritable camouflet pour la diplomatie française qui saute sur l'occasion pour venger l'honneur de son consul mais aussi celui de la France. Un blocus est donc rapidement mis en place, la France bloquant carrément le port d'Alger. Comme cela ne suffit pas, une expédition militaire va donc se préparer. Une expédition qui elle aussi tombe à pic pour le roi Charles X qui entend bien par la même occasion redorer son blason vu que son gouvernement est profondément contesté à l'époque des faits par une opposition qui ne cesse d'enfler. Un roi de France qui se verrait bien également revenir à une monarchie d'avant 1789, une monarchie absolue qui lui permettrait donc de se débarrasser
de cette opposition. En cela, le roi de France nomme le plus impopulaire des gouvernements, celui dirigé par Jules de Polignac, avec, comme ministre de la guerre, un certain Louis de Bourmont, celui-là même qui avait trahi Napoléon Ier 3 jours avant la défaite de Waterloo pour rejoindre le camp de Louis XVIII. Les élections sont même à l'ordre du jour en juin et juillet 1830. Les élections qui seraient bien plus faciles de remporter si l'on pouvait corrompre les électeurs. Sauf que l'argent manque dans les caisses de l'État, d'où l'attrait de plus en plus irrésistible pour ce fameux trésor d'Uzé d'Alger. En ce sens, on peut dire que toute la conception de cette opération militaire se déroule en fonction de ces élections en question. Une opération militaire qui prend donc le chemin d'Alger 1 mois avant ce fameux processus électoral. Conséquence, les 37 000 soldats de Bourmont débarquent le 14 juin 1830 à Sidi Ferrouche, à l'endroit même où s'installe l'état-major français. À noter que cette logistique militaire est assurée par une entreprise privée, un personnage qui a joué un grand rôle dans cette expédition en Algérie, même si celui-ci ne se trouve pas. Il s'agit du baron Seigneur, un très riche banquier qui s'est chargé en l'espace de 2 mois de mobiliser 357 bateaux destinés à transporter l'approvisionnement, les boissons, le fourrage, le matériel militaire et médical, le tout pour 37 000 hommes et 4 500 chevaux. Et c'est donc avec toute cette armada que Bourmont parvient à prendre Alger en 21 jours. Un acte qui lui permettra, il espère, de faire oublier à tous son statut de traître envers Napoléon, qui lui a valu une haine farouche auprès de certains militaires français. Quoi qu'il en soit, le 5 juillet 1830, suite à l'explosion du fort L'Empereur, les Français tiennent désormais à leur merci la Casbah et la ville d'Alger. Une prise d'Alger qui entraîne la fuite du Dey, accompagnée de son harem, de nombre de ses effets personnels, mais pas de son fameux trésor, bien trop volumineux, et qui au final ne lui appartient pas vraiment. Le butin de la Régence reste donc dans les souterrains de la Casbah, un butin qui va en conséquence tomber entre les mains des envahisseurs. Et effectivement, Bourmont et ses hommes ne tardent pas à le dénicher. Difficile d'ailleurs de passer à côté, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de près de 62 tonnes d'or, de 24 tonnes d'argent, auxquelles il faut ajouter des bijoux et autres pierres précieuses. Une commission des finances est en ce sens nommée aussitôt, à laquelle on remet les clés du trésor. Une commission composée de 36 commissaires se voit également chargée de l'estimation du trésor. Cependant, coup de théâtre, le gouvernement impopulaire de Charles X, qui pensait gagner en popularité suite à cette expédition victorieuse, se voit contraint d'abdiquer et de quitter la France suite à l'insurrection parisienne des 27, 28 et 29 juillet 1830, les fameuses Trois Glorieuses ou Révolution de juillet, qui portent au pouvoir le duc d'Orléans, Louis-Philippe, en tant que roi des Français. Une révolte qui a d'ailleurs été grandement facilitée par l'absence du ministre de la guerre Bourmont, toujours présent à Alger et qui n'a pu en conséquence contrecarrer l'action des révolutionnaires, une action qu'il n'apprend que plusieurs jours après. Il apprendra du même coup, suite à ce changement de régime, qu'il n'est plus ni ministre ni commandant en chef de l'expédition. Mais alors, qu'est-il advenu du trésor de la Casbah d'Alger? Eh bien, une commission d'enquête est nommée suite à une rumeur persistante à l'époque qui veut qu'une bonne partie de ce butin ait subitement disparu. Un rapporteur de cette commission, un certain Jean-Baptiste Flandin, se met au travail et constate rapidement que le trésor contenait à l'origine une part d'or et d'argent bien plus conséquente. Il parvient également à prouver que bon nombre de militaires n'ont pas transporté cet or et cet argent vers les navires qui devaient les acheminer en France, mais plutôt vers l'intérieur du pays. Des éléments qui mettent en avant un énorme détournement du butin. Cependant, il n'a pas le loisir de poursuivre plus longtemps son travail, puisqu'au bout de quelques jours, cette même commission est arrêtée. Une suspension qui n'arrêtera nullement ce fameux Flandin qui va poursuivre 22 années durant son enquête contre vents et marées. Celle-ci montrant que l'estimation de la valeur du trésor de la Casbah est au moins 3 fois inférieure à la réalité. Pendant longtemps, on n'entend plus parler de cette affaire au point qu'elle tombe dans l'oubli. Il faudra attendre 1954
qu'un professeur d'université d'Alger, un certain Marcel Emery, qui parvient à retrouver des documents qui dormaient dans les archives nationales, notamment un rapport de la préfecture de police de Paris, dirigé par un dénommé Joseph-Marie Pietri, qui confirme la thèse de Flandin avec ses détournements et son estimation faussée. Cependant, pour Marcel Emery, le moment est plutôt mal choisi pour déterrer une telle affaire en plein début de la guerre d'Algérie. Résultat, l'enquête va de nouveau être étouffée, surtout que ce même Emery milite pour une indépendance de l'Algérie. Mais au fait, que dit l'enquête de ce dernier? Qui, selon lui, a bénéficié de ce hold-up du siècle? Eh bien, en premier lieu, bien évidemment, l'État français, ce qui peut paraître logique. Mais plus précisément, les militaires, à commencer par le ministre de la Guerre Bourmont, qui va utiliser cet or algérien afin de financer des conspirations monarchistes contre Louis-Philippe, notamment durant l'année 1832, avec la révolte dite de la duchesse de Berry. Également l'intendant en chef, un certain Denier, qui non content de rembourser ses innombrables dettes liées à son train de vie, ira jusqu'à se faire construire un hôtel particulier en plein Paris. Ensuite, sur cette liste, nous retrouvons Louis-Philippe, le roi des Français en personne, qui à l'époque vient donc, comme on l'a dit, d'arriver au pouvoir et qui très certainement s'est accaparé la plus grosse partie du trésor pour sa fortune personnelle. Vient ensuite la maison Sellière, famille d'industriels qui aurait financé les bateaux de l'expédition et qui se proposa de rapatrier le trésor en prélevant une part importante au passage et surtout qui se chargea en sa qualité de banque du blanchiment de tout cet argent en émettant notamment des lettres de change. Enfin, dernier gros bénéficiaire, un certain Adolphe Schneider, représentant de la maison Sellière à Alger, qui utilisa cette fortune afin de créer l'industrie sidérurgique du Creusot, qui contribua au développement économique de la France. Un trésor qui, au final, fut donc largement sous-estimé dans les finances de l'État, et ce afin que chaque bénéficiaire puisse obtenir une part la plus importante possible. Cependant, toute cette fortune impunément détournée ne portera pas chance à certains, à commencer par le comte de Bourmont, celui-là même qui avait conçu et préparé l'expédition militaire contre la régence d'Alger, et qui finira déchu de sa nationalité française en 1840 pour avoir offert ses services à des puissances rivales, mourant, ironie de l'histoire, dans le dénuement quasi absolu. Et enfin le roi Louis-Philippe qui devra, tout comme avant lui Charles X, abdiquer piteusement et fuir précipitamment le palais des Tuileries, juste avant que le peuple en colère n'y pénètre, s'emparant au passage de son trône qui sera transporté jusqu'à la place de la Bastille où il sera finalement brûlé sous les acclamations de la foule. Et ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Jetez également un coup d'œil à la première vidéo que j'avais fait sur l'affaire du fameux coup d'éventail. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau docu sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.